l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie Thank you very much, Emmanuel. commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Bonjour à tous, il est 7h et bienvenue dans Bonjour Omerta. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit sur le terrain et que de nouvelles négociations sont annoncées, un nouvel accord de paix est parfois mis trop vite sur le tapis, alors que la réalité est bien plus compliquée que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je reçois le spécialiste Jacques Beau qui va nous expliquer un petit peu en quoi consistent réellement ces négociations, ce qu'elles signifient, mais aussi faire un petit point d'actualité pour savoir ce qu'il se passe réellement sur le terrain en ce moment, et notamment dans la ville de Pokrovsk qui est devenue un élément central de l'offensive russe. Monsieur Beau, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir, merci de m'inviter. Alors aujourd'hui, un petit peu comme d'habitude, nous allons faire un point ensemble sur la guerre en Ukraine, mais avec les dernières actualités, tant sur le plan diplomatique que sur le terrain finalement. Alors pour commencer, les dernières actualités tournent beaucoup autour de la bataille de Pokrovsk, qui est devenue un objectif central de l'effort russe. L'armée russe ayant indiqué que des troupes ukrainiennes y sont encerclées et doivent se rendre. Dans ce contexte, selon vous, s'agit-il pour la Russie d'un objectif visant à changer l'équilibre ou plutôt d'une manœuvre de fixation pour canaliser un petit peu les forces ukrainiennes qui sont ailleurs? Non, je pense ni l'un ni l'autre. En fait, les Russes ont, depuis octobre 2022, ont la politique de détruire systématiquement le potentiel militaire ukrainien. Ils ont pris cette décision après qu'on leur ait coupé l'herbe sous les pieds, après plusieurs négociations. Donc ils ont dit, bon, ben, si on n'arrive pas par la négociation, on le fera par la force. Et donc ils ont adopté cette stratégie d'attrition en octobre 2022. Et il y avait autour du Donbass une ceinture fortifiée, on pourrait dire, qui a été construite depuis 2014. Et Pakrovsk, ou on pourrait dire Krasnoarmeysk maintenant, à vrai dire, Pakrovsk n'est plus, c'est le terme ukrainien, mais la ville en russe s'appelle Krasnoarmeysk. Eh bien, elle est le dernier bastion, si vous voulez, c'est la sortie de cette ceinture fortifiée. On pourrait dire, avec en plus le fait que, quand on regarde, et si vous lisez mes livres d'ailleurs sur Ukraine en guerre et peine, et déjà à cette époque-là, et probablement aussi celui qui est derrière moi, qui s'appelle L'art de la guerre russe, j'ai parlé de cette bataille déjà. C'est en fait, comme c'est l'arrière de la zone fortifiée ukrainienne, eh bien, elle constitue une sorte de hub logistique, c'est-à-dire une sorte de plaque tournante où aboutissaient des lignes de chemin de fer et où les biens logistiques étaient redistribués à partir de là sur le reste de la ligne fortifiée, si vous voulez. Donc, en d'autres termes, lorsque Krasnoarmeysk sera tombé, eh bien, pratiquement, c'est toute la ceinture armée autour du Donbass qui s'effondre, enfin, qui est de facto déjà en grande partie effondrée, mais on arrive derrière la ligne de défense ukrainienne, si vous voulez. Donc, la défense ukrainienne se trouve à nu, et à ce moment-là, il y a toujours maintenant des forces qui ont été déployées entre Krasnoarmeysk et le Dniepr. Néanmoins, il y a plus, le terrain d'ailleurs ne prête plus vraiment à des fortifications. Par conséquent, on a sans doute, enfin je ne veux pas dire que ça va être un boulevard pour les forces russes, mais disons que là, ce sera moins comment dire, les Russes pourront avancer plus libre, entre guillemets, plus Mhm. librement. Bah, vous avez aussi souvent insisté sur l'importance de la logistique et de l'artillerie dans ce conflit. À votre avis, quelle est aujourd'hui l'équation réelle des ressources, des munitions, des pertes humaines pour les forces ukrainiennes et russes?
pertes ukrainiennes, on est toujours dans les conjectures parce que on ne sait pas ce qu'il en est. Les estimations, les estimations Bon, maintenant, la dernière estimation ukrainienne que j'ai vue pour les pertes ukrainiennes est de 800 000 hommes. C'est une estimation hein, qui est faite par une ONG ukrainienne. Euh, Elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça n'est pas. Les Russes, eux, l'armée russe donne un peu plus que ça. Les chiffres officiels, entre guillemets, donnés par l'armée russe tournent autour d'1 300 000. Hmm. Et Voilà. est-ce qu'il y a des signes d'épuisement autres ou de déséquilibre qui ne sont pas suffisamment mis en avant dans les médias, par exemple? Alors, il y a évidemment à l'intérieur de l'Ukraine, c'est-à-dire dans la partie ukrainienne de l'Ukraine, si vous me passez cette expression, vous avez effectivement des faiblesses assez importantes qui sont en train de se dessiner. Déjà, anthropologiquement, on pourrait dire la partie qui est à l'ouest du Dniepr est divisée en deux grandes régions, si vous voulez. Vous avez la région qui est issue de l'ancien empire austro-hongrois, qui est la Galicie, qui est le berceau de l'ultranationalisme, hein, pour employer un euphémisme, qui est d'ailleurs catholique, hein, qui n'est pas orthodoxe comme le reste de l'Ukraine. Et puis vous avez la partie orthodoxe de l'Ukraine, si je peux dire ça, enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, elle est factuellement orthodoxe par rapport à l'autre, qui se trouve entre le Dniepr et la Galicie. Et c'est dans cette région-là qu'il y a une très forte résistance aujourd'hui. J'en ai déjà parlé d'ailleurs avec Régis Le Sommier sur votre chaîne. Il y a une forte résistance qui s'affirme toujours plus, qui apporte toujours beaucoup plus de renseignements à la Russie. C'est cette résistance qui, en fait, alimente les frappes, en renseignement bien sûr, les frappes russes, parce que les frappes russes, elles s'attaquent à des objets que probablement on n'arriverait pas à détecter uniquement par d'autres moyens de renseignement technique. Hmm. Et ce renseignement devient vital. Et donc c'est une résistance russe à l'intérieur de l'Ukraine, qui est soutenue par des mouvements de résistance ukrainiens. Et ça, c'est très important de le dire, parce qu'il y a une résistance ukrainienne qui se développe à l'intérieur de la partie occidentale de l'Ukraine, ce qu'évidemment personne ne veut dire, parce que ça voudrait dire que la légitimité de Zelensky est très fortement discutée, et elle l'est toujours plus, apparemment toujours plus d'ailleurs, plus on monte dans la pyramide. Autrefois, il y avait vraiment une sorte de comment dire, on pouvait dire qu'il y avait une séparation entre le bas et le haut de la pyramide, si vous voulez. Aujourd'hui, dans le sommet de la pyramide, il commence à y avoir beaucoup de doutes sur la capacité à Zelensky de conduire les opérations. Et donc, au-delà des phénomènes purement militaires, il y a à l'intérieur de l'Ukraine une sorte de discordance toujours plus grande au niveau de la politique et au niveau entre la population et ses dirigeants aussi. On l'avait vu, et vous avez eu des sondages d'ailleurs de Gallup, l'agence de sondage américaine, sur la question de la continuation de la guerre, de la disposition, enfin la disponibilité, maintenant le nom m'échappe en ce moment, mais disons le fait que les Ukrainiens soient disposés à céder des territoires. Et on s'aperçoit ici qu'il y a un écart assez grand, et toujours plus grand, à vrai dire, en ce que pense la population ukrainienne, qui en a assez de la guerre, il faut le dire, et le sommet de la pyramide. Il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle la population ukrainienne arrive un peu à saturation, c'est que cette population avait élu Zelensky sur la base d'un accord avec les Russes. Et pas seulement les Russes, la Russie, mais surtout les Russes de la partie russophone du pays. Donc, cette promesse n'a pas été tenue à proprement parler. Les Ukrainiens ont compris que ça avait conduit l'intervention de la Russie, comme ils sont ukrainiens,
ce qui s'explique parfaitement, enfin, le comportement s'explique parfaitement, ils sont ukrainiens, donc qu'ils aiment leurs compatriotes russes ou pas, ils n'aiment pas être envahis par l'armée russe. Donc tout ça, c'est absolument normal et compréhensible, sauf que maintenant, ils s'aperçoivent que les choses vont très loin parce qu'ils commencent à souffrir directement les frappes et qui sont maintenant menées régulièrement par la Russie depuis, et ça c'est important de le dire parce que les médias ne l'ont pas évoqué suffisamment, depuis que les Ukrainiens frappent les infrastructures énergétiques en Russie, les Russes frappent l'équivalent en Ukraine. Le problème, c'est que en Ukraine, ça se reporte très rapidement sur les grandes villes. Et sur les grandes villes, eh bien, les gens vivent de plus en plus mal. Autrefois, et c'est encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, quand vous lisez certains reportages qui ont été faits dans la presse, surtout anglo-saxonne, on s'aperçoit que les campagnes sont vides en Ukraine, hein. Les populations sont maintenant toutes dans les villes. Tout le reste soit c'est comment à émigrer, est allé dans les villes. Enfin bref, les campagnes sont vides. Par conséquent, la population qui est concentrée dans les villes est beaucoup plus vulnérable à ces coupures de courant, à cet inconfort qui est lié aux attaques sur les infrastructures énergétiques. En Russie, on ne peut pas voir le phénomène de manière symétrique parce que les campagnes restent encore fortement peuplées. Il y a évidemment des grandes villes, hein, Moscou, Saint-Pétersbourg et autres, mais l'essentiel de la population se trouve dans des régions qui ne sont pas urbanisées, enfin peu urbanisées, ou en tout cas pas urbanisées au même niveau que pour l'Ukraine. Donc on a une disparité de l'impact des attaques sur les infrastructures énergétiques, et ça a pour conséquence que les Ukrainiens aujourd'hui ressentent beaucoup plus que les Russes ces frappes, et par conséquent ça stimule, si vous voulez, ce mécontentement qui est issu de la crise de confiance qu'il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du fait que Zelensky n'a pas respecté ses engagements de campagne. Et d'un point de vue plus diplomatique, il y a des annonces récentes qui laissent penser qu'il va y avoir de nouvelles rencontres diplomatiques et qui vont ramener encore au sujet des négociations de paix, alors qu'on peut voir sur le terrain qu'il y a toujours des affrontements, que les offensives s'intensifient. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu cette différence entre le fait qu'on voit un peu plus clair un accord de paix qui s'approche doucement et l'intensification sur le terrain? Alors, je ne partage pas tout à fait l'avis qu'on voit clairement sur un accord de paix, parce qu'un accord de paix, il tient compte de deux parties, hein, les Russes et les Ukrainiens. C'est ceux-là qui sont déterminants. Évidemment, les Américains enfin Donald Trump voudrait sortir par la grande porte, si vous voulez, de ce conflit, et pas claquer la porte comme avait fait Joe Biden en Afghanistan. Par conséquent, la diplomatie américaine s'active pour qu'il y ait des négociations, pour que ces négociations commencent, parce qu'elles n'ont pas réellement commencé jusqu'à maintenant, malgré donc je parle depuis 2022, et surtout depuis 2025, malgré les tentatives de l'administration Trump de réunir les protagonistes, notamment à Istanbul, en mars de cette année. Donc, ce qui se passe, c'est que les Américains s'activent. L'ambassadeur Matthew Whitaker, qui est l'ambassadeur américain à l'OTAN, s'est rendu à Kiev pour inciter Zelensky à négocier. Parce que le vrai obstacle à toute négociation à ce stade, c'est Zelensky qui refuse de négocier. Et qui a même, dans des allocutions qu'il a faites, soit en interne en Ukraine, soit même avec Whitaker, ce qui a une conversation d'ailleurs ou déclaration qui a été considérée un peu comme lunaire par certains commentateurs, c'est que pour Zelensky, il n'y a pas de problème à Pakrovsk, Pakrovsk n'est pas encerclé, que l'armée ukrainienne maîtrise la situation. Alors, ça contredit un petit peu tout ce que disent les observateurs, y compris d'ailleurs les observateurs militaires ukrainiens, mais c'est sa position. Mais sa position, elle est probablement plus politique. Je ne pense pas qu'il essaye de faire de la désinformation pour en parler, mais il essaye surtout de justifier le fait de ne pas entrer dans un processus de négociation parce qu'il dit
il n'y a pas de raison d'entrer en négociation alors qu'on maîtrise la situation et que, en définitive, c'est nous qui allons dominer le terrain. Donc c'est un peu une sorte de combat d'arrière-garde de sa part, mais qui, je pense, lui porte un peu préjudice parce que tout le monde se rend compte qu'on est à un énorme écart avec la réalité. Mais voilà, ça c'est sa position. Par ailleurs, je vous rappelle que Zelensky n'a toujours pas abrogé le décret qui lui interdit normalement d'avoir des négociations avec la Russie. Ce qui est pour les Russes un problème, parce que si les Russes qui sont prêts à s'engager dans des négociations, Vladimir Poutine l'a dit à plusieurs reprises, si les Russes s'engagent dans des négociations, ils ne savent pas si, du fait de ce décret, les Ukrainiens pourraient, même après avoir discuté, dire oui, mais de toute façon, l'accord n'est pas valable parce qu'on n'était pas habilité à négocier. Par conséquent, il y a cette espèce d'épée de Damoclès qui reste là et qui fait que, en réalité, on n'a pas vraiment de déblocage sur ce terrain-là. Il y a des initiatives américaines. On voit que les Américains essayent de pousser les Ukrainiens à la négociation, mais il n'y a pas vraiment d'avancée. De leur côté, les Russes ont posé leurs conditions pour commencer les négociations. Tant que ces conditions ne sont pas respectées, je pense que les Russes sont plus d'humeur à transiger sur cette question. Et donc, on est un petit peu, sur le plan diplomatique, à un point mort. On en est un petit peu plus loin de l'accord de paix que ce qui est finalement mentionné. On voit beaucoup dans les médias que, en fait, dès qu'il y a une négociation d'organiser, ça y est, on parle d'accord de paix. La réalité est plus compliquée que ça. Finalement, on n'en est pas aussi près, quoi. En plus que tout le monde n'a pas la même définition de la paix. Mm. Pour les Russes, leur demande, c'est d'entrer effectivement dans un processus de négociation de paix, c'est-à-dire un processus qui, au final, doit être sanctionné, enfin se terminer par un accord de paix. Alors que pour les Ukrainiens, on reste à la position qu'ils avaient au début de cette année d'ailleurs, c'est-à-dire que leur but, c'est d'avoir un accord pour un cessez-le-feu. Autrement dit, un gel de la situation, mais pas d'accord de paix. Et la Mm. différence entre les deux est importante parce que un gel de la situation signifie que les armées s'arrêtent de tirer, peut-être on construit des fossés, on se regarde en chien de faïence, mais les combats peuvent reprendre à n'importe quel moment. Alors que dans un processus de paix, eh bien, on résout toutes les questions par un accord, que ce soit les garanties de sécurité, les dédommagements, les compensations, enfin tout ce que vous voulez, tout ça doit être scellé dans un accord qui traite une fois pour toutes tous les problèmes. Et l'idée, c'est que une fois que cet accord de paix est signé, eh bien, on ne reparle plus de ce conflit. Je simplifie un peu le propos, mais c'est pour marquer la différence qu'il y a dans la conception russe de ce que l'on doit faire et la conception ukrainienne de ce que eux veulent faire, parce que les Ukrainiens, et on peut le concevoir d'un certain côté aussi, hein, les Ukrainiens partent de l'idée qu'ils veulent récupérer les territoires qui ont été conquis. Par conséquent, il est difficile pour eux d'avoir un traité de paix qui valide en fait l'occupation d'une partie de leur territoire. C'est la raison pour laquelle on est dans un dialogue de sourds. Le problème est que la Russie avance sur le terrain et que tôt ou tard, la Russie sera en mesure de dire que vous le vouliez ou non, eh bien, de facto, vous ne pourrez plus rien changer. Et voilà. Donc, toute la question, c'est de savoir à quel moment les Ukrainiens réaliseront qu'il vaut mieux garder ce qu'ils ont plutôt que de perdre encore plus, si je peux simplifier. Mais voilà, c'est une situation dans laquelle on est. D'ailleurs, que je citais déjà dans mon livre Opération Z, qui est paru à la fin 2022. Donc, on n'est pas dans une situation qui est radicalement nouvelle, à vrai dire, sauf que les choses ont un peu évolué naturellement sur le champ de bataille. Mais sur le plan de la mécanique, on n'a pas beaucoup évolué. Eh bien, pour terminer cette émission, est-ce que vous pourriez un peu définir la situation actuelle de cette guerre en un seul mot? Poser une colle. Euh, en un seul mot, En un seul mot. irrationnel. Irrationnel. Très bien, c'est noté. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et merci de nous avoir partagé votre expertise. On espère vous revoir prochainement sur notre chaîne. Volontiers, merci bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À demain.